Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur 8 Mont-Blanc. Il est 18 h, bienvenue dans cette édition du Journal de la Rédaction. Nous sommes le mercredi 24 mars 2021, au sommaire ce soir. Nous prendrons de la hauteur pour débuter ce journal à l'heure où les refuges d'altitude rouvrent leurs portes aux randonneurs. Une réouverture soumise néanmoins à certaines conditions. Il faut par exemple privatiser toute une structure pour passer une nuit en altitude. Reportage complet dans ce journal. Et puis direction Chavano pour la suite de notre série de la semaine consacrée aux entreprises qui ont fait le choix du bio. Quadratera propose des potagers bio clés en main. Nous verrons comment ces espaces de jardinage autonome qui ne demandent qu'un entretien de 10 minutes par semaine fonctionnent. Mais avant de développer ces titres, la famille du ski et du snowboard français est en deuil. Julie Pomagalski, ancienne membre de l'équipe de France olympique de snowboard, est décédée à l'âge de 40 ans ce mardi en Suisse. Celle qui fut championne du monde de snowboard cross en 2009 et vainqueur du classement général de la Coupe du Monde en 2004 a été emportée par une avalanche dans le canton d'Uri, tout comme Bruno Putelli. Sa disparition a été saluée sur les réseaux sociaux, notamment par Isabelle Blanc et Chloé Trespeuch ou encore Roxana Maracineanu, la ministre des Sports. Cette tragique et subite disparition n'est pas sans rappeler celle de Karine Ruby, autre grande championne de snowboard et elle aussi décédée en montagne en 2009. Depuis quelques jours, les refuges d'altitude rouvrent leurs portes aux randonneurs. Un accueil rendu possible sous réserve d'une certaine adaptation sanitaire. En effet, pour passer une nuit en altitude, il faut aujourd'hui privatiser toute la structure. Pour les gardiens, cette condition est un réel challenge. Voyez ce reportage d'Emmanuel Jaude qui s'est rendu au refuge de Spey sur les hauteurs du plateau des Glières. Les temps sont durs pour les gardiens. Sur le plateau des Glières, les gérants du refuge de Spey ont, comme beaucoup d'autres, choisi de privatiser leur structure pour continuer d'accueillir du public. Une décision difficile à prendre et nécessitant une toute autre organisation. Des fois, je bloque le refuge pour 6 personnes, 10 personnes. Enfin, ouais, non. Non, puis surtout, c'est plus difficile parce que lorsqu'il faut monter, acheminer la nourriture, en plus, on ne peut pas faire à manger, sitôt qu'ils sont plus de 6, on ne peut pas faire à manger, donc on fait la vente emportée, entre guillemets. Pour Régina et son amie, également à la charge d'un restaurant bien connu des habitués du plateau, il est devenu aujourd'hui difficile de travailler. Car si leurs deux structures sont normalement ouvertes à l'année, il faut désormais beaucoup plus anticiper. Je suis quasiment complète tous les week-ends jusqu'à fin juillet. Mais vous savez, les réservations, on ne sait pas qui va s'y tenir ou pas. Voilà, les réservations, elles tombent à l'eau. C'est avec tout ce qui se passe en ce moment, avec le Covid. Mais bon, si tout rentre dans l'ordre, à la limite, je pense que ça devrait bien se passer. Malgré un optimisme affiché, difficile de prévoir comment va se passer la saison. Il faut dire qu'à l'instar de nombreuses autres professions, de nombreux détails doivent encore être réglés, notamment sur la marche à suivre, afin de rouvrir de manière plus classique. On est assez dans le brouillard. Hein. Ouais. Moi, des fois, je me renseigne auprès du comité de commune, auprès du maire, il m'a fait passer une charte que je fais signer à chacun de mes clients, mais bon, cette charte... ouais, elle me couvre moi, elle couvre mes clients, mais bon, ça ne dit pas vraiment les choses à respecter. Oui. Peut-être le port du masque, bien se désinfecter les mains avant de rentrer dans le refuge. Mais c'est pour ça que j'ai préféré justement avoir qu'un seul groupe. Pour autant, il est fort probable que les Français se mettent en quête de grand air cette année encore. Une aubaine pour les refuges qui se préparent donc autant que faire se peut. Alors que le taux d'incidence de 293 ne cesse d'augmenter en Haute-Savoie, les collectivités continuent de lutter à leur manière contre la propagation de la Covid-19. C'est le cas notamment de la communauté de communes de la vallée de Chamonix-Mont-Blanc qui organise une opération de dépistage le vendredi 26 mars de 11 h à 17 h au centre des congrès Le Majestic à Chamonix. Quelques nouvelles à présent de l'important chantier qui se déroule depuis des mois entre Gillon et la Balme de Sillingy. La route départementale 1508 est actuellement en cours d'élargissement pour fluidifier la circulation quotidiennement embouteillée. D'autres travaux accompagnent ce chantier. Ce mardi, les élus sont venus faire le point sur la réalisation d'un tronçon d'1 kilomètre de voie verte à Sillingy, le long de la zone commerciale. On écoute Christian Monteil au micro de Fenêtre de Buisson. L'idée qu'on avait eue... Là, nous parlons des accès à l'agglo d'Annecy, l'entrée de la Balme de Sillingy pour pénétrer à l'intérieur de l'agglo. Un chantier qui a des visages multiples. Celui qui apparaît le plus, c'est les infrastructures routières.
mais pas seulement, avec un doublement des voies, avec une voie particulière qui sera dédiée aux bus, pour le transport collectif, pour les bus en site propre, mais aussi avec un tissage de véloroutes et de voies vertes. Ici, on est sur une toute petite portion, 400 mètres, près de 800 000 € seront investis, plus de 700 000 dans tous les cas. On est en ville, donc tout est construit, ça coûte relativement cher. Mais si on ne le fait pas aujourd'hui, on ne le fera plus demain. Donc notre volonté, c'est d'avancer pas à pas. Une première tranche en ce moment, qui provoque de la gêne, bien sûr, parce que les gens, on a la moitié de la circulation de la route qui est dévoyée sur des routes parallèles. Les riverains ne sont pas toujours contents, mais on va leur rendre et la route et la piste cyclable dans quelques mois, donc théoriquement 1er juillet, 15 juillet, et puis on continuera sur notre secteur. Après l'édition 2020 annulée pour cause de pandémie de coronavirus, le festival Mont Blanc d'humour a bien lieu cette année dans un format entièrement virtuel depuis le 21 mars et jusqu'au 26. Le jury et le public seront toujours amenés à voter pour leurs artistes préférés. Au programme, 17 artistes, dont Karine Hubernet, qui est montée sur la scène du théâtre Montjoie ce mardi. Elle s'est confiée à Antoine Martin. On l'écoute. Alors, nous jouons en streaming devant des caméras parce que on ne peut pas accueillir du public pour les raisons de barrières sanitaires, sécurité, #Covid. Donc, on joue devant une salle vide, on dira. C'est déstabilisant, oui, au début c'est bizarre, puis après on fait abstraction de tout ça et puis on est là pour faire du show, quoi. Donc finalement, on pouvait mettre que 200, combien ça, la salle 283, alors que là, maintenant, c'est worldwide, si j'ai bien compris. C'est ça? Donc, ouais, je suis privilégiée. 9 mois trop tard, ma mère ne peut pas avorter. Résultat, je nais à la clinique de Marignane, ville idéalement située entre un aéroport et une raffinerie. Ah ouais. Ah ben, j'aurais dû être aérienne et raffinée. C'est raté, quoi. Je suis ravie d'être là. C'est très important. Et d'ailleurs, je remercie monsieur le maire et puis tous les bénévoles et tous les gens qui ont organisé ça de nous permettre d'être là. C'est important parce qu'on continue à vivre, à créer. C'était évidemment difficile. Heureusement, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. On ne sait toujours pas combien de temps ça va durer. Mais on a besoin de trouver des moyens de rebondir. Et ça en fait partie, le streaming, même si c'est... moi, personnellement, je préfère jouer devant des gens. Mais ça nous permet de continuer à exister et aussi à proposer des choses au public. Donc, super. Moi, personnellement, ça m'a permis de créer d'autres choses, de me renouveler. Je me suis mise à faire des vidéos sur les réseaux sociaux et à écrire d'autres choses aussi. Et donc, voilà. Donc, il faut toujours rebondir. C'est ce qu'on essaie de faire. On continue à parler culture et création avec mon invité du jour. Bonjour. Bonjour. Je reçois donc Luc Rodriguez. Vous êtes le président des Images hispano-américaines qui fêtent cette année leur 16e édition. Avant d'évoquer cette édition, un mot sur votre événement et sur l'association pour la diffusion de la culture hispanique qui organise ce festival. Oui, merci de me recevoir d'abord. Oui, je suis d'abord, si j'ose dire, le président d'une association qui a atteint son âge de maturité, qui a plus de 30 ans. L'Association pour la diffusion de la culture hispanique, qui était essentiellement présente sur le bassin annécien dans les années 80 pour défendre le cinéma espagnol dans un premier temps. Et puis là, on s'est recentré sur le cinéma hispano-américain et qui nous procure beaucoup de belles sensations et toujours de beaux projets, de très beaux films. Comment elles sont nées, ces images hispano-américaines ? J'ai envie de dire que c'était le point de départ, c'est la Biennale du cinéma espagnol. Donc la DCH avait mis en place donc un festival de cinéma espagnol et puis tous les 2 ans. Et donc les années impaires, il a fallu, j'ai envie de dire, occuper nos adhérents, car c'est d'abord une association avec des adhérents. Et l'idée de Raoul Rodriguez, qui est à l'origine de tout ça et qui est encore bien présent au sein de notre conseil d'administration, a proposé donc de mettre quelques films donc de langue espagnole du cinéma du continent américain. Et de fil en aiguille, il se trouve que ce cinéma a plu. Et aujourd'hui, donc, on s'est recentré uniquement sur celui-ci. On le propose de façon annuelle. Alors, une édition un petit peu particulière cette année, forcément, en 2021, puisque vous allez proposer une édition, on va dire, en ligne.
Oui, on a longtemps hésité, puisque en décembre, on ne savait pas trop ce que le mois de mars allait nous réserver. Et puis, au bout d'un moment, il faut se positionner. Et donc, on a décidé, ce qui n'est pas simple pour nous, parce que mettre en ligne un festival, on ne sait pas forcément faire, c'est pas évident. On a l'habitude de regarder des films, mais on ne sait pas forcément comment mettre ces films. Donc, il a fallu un petit peu se préparer, s'approprier de nouveaux outils, et puis faire face à de nouveaux challenges, des nouveaux défis, puis une nouvelle communication. Parce que communiquer uniquement en virtuel, voilà, c'est pas forcément, c'est peut-être facile aujourd'hui pour ceux qui sont un peu plus jeunes, c'est pas toujours facile pour ceux qui sont entre deux générations, on va dire. Comment est-ce que ça va se passer très concrètement? Eh bien, alors, le plus simple, je pense, pour ceux qui nous regardent, ce serait d'aller sur notre site image-hispano-américaine.fr et là-dessus, ils seront donc envoyés grâce à un lien sur cette plateforme Festivalscope. 12 films sont proposés, 10 films de fiction et 2 documentaires, avec la possibilité, donc, quand on est adhérent, de ne payer que 10 €, un pass de 10 €. Sinon, eh bien, c'est un pass de 20 €. Mais la possibilité, à partir de vendredi aussi, de voir le film à la séance, 3 € seulement. Elle a été facile à faire, cette programmation, cette année? Non, parce que tout au long de l'année, on ne savait pas ce qu'on allait avoir comme film. On savait que des films avaient été tournés, mais on ne savait pas s'ils avaient été donc achetés par les distributeurs français, si déjà ils avaient pu être sous-titrés en français. Bref, tout ce chemin-là qu'on fait habituellement ou des questions qu'on ne se pose pas, là, on se les est posées. Finalement, on a pu en voir une bonne trentaine, je crois, et donc on a pu faire notre sélection. Ce qui est peut-être de plus inquiétant, c'est peut-être pour les années qui viennent, en espérant évidemment que tout ceci va s'arrêter très vite. Mais les films que l'on verra dans un an ou deux, normalement, ils devraient être en train de tourner en ce moment, et là, c'est peut-être plus compliqué. Donc pour l'instant, tout va bien, on va dire. Ces pays sont plus impactés par la crise? Ils ont été impactés dans un second temps, ça c'est sûr, après l'Europe, après l'Asie. Il n'empêche qu'aujourd'hui, ils sont dans des conditions qui font que cela devient difficile de tourner, oui. Un mot justement sur la programmation. Quel film le public va-t-il pouvoir découvrir là, tout au long de cette Alors, ce sont festival? Oui, ce sont des films qui viennent essentiellement d'Argentine et du Mexique cette année. Pourquoi ? C'est un petit peu le hasard. C'est vrai que ce sont des pays qui ont l'habitude de produire beaucoup de films. Et à partir de là, eh bien, nous avons sélectionné donc 10 films de fiction et 2 documentaires. Il est difficile c'est très subjectif. Je pourrais vous conseiller 2 ou 3 films, en effet, qui me tiennent à cœur, mais j'ai envie de dire, venez, regardez les bandes annonces. Vous allez voir, ce qu'il faut retenir, c'est que il y en a pour tous les goûts. C'est un choix assez large, éclectique. On est dans l'ambiance festival, donc le but n'est pas de se focaliser sur un genre, tout public qui pourrait plaire, mais aller découvrir de nouveaux réalisateurs, de nouveaux films, une façon de filmer. Qu'est-ce que ça va changer pour le public, le fait que cette édition soit online, outre le fait de ne pas aller voir les films dans des salles? Le premier test pour nous a été comme c'est une association, on ne savait pas si les adhérents allaient suivre. L'année passée, nous avons été un peu fauchés en plein vol, puisque le 16, on était confinés et à la fin du mois, on devait faire notre 15e édition. Donc à partir de là, on s'est dit, est-ce que les adhérents vont nous suivre ? Eh bien oui, ils nous suivent, et ils nous suivent pas par amitié, peut-être aussi, certainement, mais ils nous suivent surtout parce que je crois, en tout cas c'est comme ça qu'on l'interprète, ils ont envie de défendre la culture. Et très souvent, je parle de résistance et d'actes de résistance que de venir adhérer à l'association ou de venir prendre un pass, mais je crois que nos adhérents, même si on ne les voit pas, ils gardent ce cap, défendons la culture et essayons de défendre en particulier la culture hispano-américaine. Vous avez un peu devancé ma dernière question. Vu le contexte, la tenue de cette édition cette année, elle a peut-être encore plus d'importance? Oui, parce qu'elle a d'importance parce que pour nous, elle a du sens. On veut voir d'abord où en sont nos adhérents et puis deuxièmement, s'ils partagent notre acte de résistance, c'est-à-dire s'ils partagent notre envie de tenir bon jusqu'à ce que ces
salles et lieux de culture ouvrent. Je crois qu'il y a un ras-le-bol qui est assez général. On ne comprend pas ces 2 poids, 2 mesures, sans rentrer dans de polémique, mais on en est là. Donc c'est une façon pour eux, en tout cas, de rester en lien et avec ce fil virtuel, certes, mais en tout cas bien concret et bien réel. Merci beaucoup Luc Rodriguez. Merci Je à vous. rappelle les dates 26 mars au 5 avril 2021. Exactement, merci beaucoup. Merci à vous. Suite à notre série de la semaine consacrée aux entreprises qui ont fait le choix du bio, après Saint-Pierre-en-Faucigny mardi, direction ce soir Chavano. C'est là-bas que 3 amis ingénieurs agronomes ont eu l'idée de produire eux-mêmes leurs fruits et leurs légumes sans pour autant sacrifier leur mode de vie. En l'espace de 6 ans, ils ont créé tout un système de potager bio quasiment autonome, avec seulement 10 minutes d'entretien par semaine et la possibilité de partir 3 semaines en vacances. Pour en avoir le cœur net, Marine Schneider est allée percer le secret d'un de ces jardins indépendants. Reportage. Il est dense et florissant. Ce jardin a été conçu par Quadraterra, une jeune pousse annécienne qui propose un concept innovant, un potager bio et quasiment autonome. Et pour optimiser la pousse, il commence par analyser le terrain. On vient, on aide le client évidemment à choisir le meilleur emplacement dans son jardin pour positionner son potager. Une fois qu'il est positionné, on va faire un prélèvement de sol qu'on va analyser dans notre laboratoire et ça va nous permettre de déterminer les légumes les plus adaptés pour les conditions du client, lui fournir un plan de potager, lui dire comment arroser, comment fertiliser. À l'origine de la start-up, ces 2 amis d'enfance amoureux de la nature, ils voulaient se lancer dans le jardinage sans pour autant épouser les contraintes. On voulait se potager mais sans sacrifier nos week-ends et nos vacances. Donc on s'est dit, qu'est-ce qui existe déjà dans le commerce pour pouvoir simplifier la vie? On n'a pas trouvé ce qui convenait, donc on s'est dit on va développer notre propre solution. On s'est fixé 2 règles, maximum 10 minutes d'entretien par semaine et la possibilité de partir 3 semaines en vacances. Exemple avec l'un de leurs premiers potagers. L'année dernière, il a produit jusqu'à 140 kg de légumes, avec seulement 10 minutes d'entretien par semaine. Leur secret, mettre au travail la biodiversité, c'est ce qu'on appelle la permaculture. Si on regarde un petit peu plus précisément, c'est qu'il y a énormément de vie dans ce sol. On a apporté du compost, on a apporté énormément de choses qui constituent en fait de la nourriture pour le sol. Et donc on voit toutes ces petites choses-là qui sont des terricules de vers de terre, donc, qui démontrent que les bactéries, les petits insectes, les vers de terre vont venir digérer tout ça et nourrir le sol. Ce qui fait que l'année prochaine, on aura un sol d'année en année en fait, de plus en plus fertile pour la pousse des légumes. Et au principe de l'agriculture biologique, c'est vraiment de nourrir le sol pour nourrir ensuite les plantes. Donc ça, c'est vraiment là-dessus qu'on se base. Et on va venir corriger après les petits besoins spécifiques, notamment les tomates qui sont très gourmandes en éléments comme l'azote. Donc c'est là-dessus qu'on va forcer un petit peu le trait pour apporter un petit peu d'engrais bio là où c'est nécessaire. Fini donc l'arrosage et le désherbage. Seul prérequis, un carré de jardin bien ensoleillé et un accès à l'eau. Les agronomes choisissent ensuite les variétés de plantes selon le sol et le climat. En haute montagne, oubliez les légumes du soleil, il y a quand même quelques interdits. On a eu des clients qui nous ont demandé des fruits de la passion. Bon, on a dit non. Le but, c'est aussi de sensibiliser les gens à l'environnement, à la saisonnalité des légumes. On veut reconnecter les gens à produire soi-même, reconnecter les gens à la terre. Donc il faut avoir une cohérence là-dedans et pas mettre des plants qui sont cultivés je ne sais où et qui ne sont pas adaptés au site. Déjà 30 potagers sont cultivés dans l'Hexagone et d'ici la fin de l'année, ils comptent en installer une 50aine. Et jeudi, pour le 3e et dernier épisode, nous vous proposerons une rencontre avec un jeune entrepreneur qui commercialise du thé bio. Un mot de sport avant de se quitter avec la très bonne opération du FC Annecy. Léo Savoyard recevait Orléans en match en retard de la 24e journée de nationale ce mardi au Parc des Sports d'Annecy. Et les Rouges ont eu la très bonne idée de s'imposer 2-0 grâce à un doublé de Miguel Alfarella, le meilleur buteur du FC. Grâce à leur 5e victoire de la saison, les Annéciens sont 16e au classement à 4 points du premier non relégable Avranches. Prochain match ce samedi à Lyon pour affronter le Sporting Club de Lyon, un concurrent direct. Et puis une décision qui était très attendue, le comité exécutif de la Fédération française de football a décidé de stopper tous les championnats amateurs. En revanche, aucune décision n'a encore été prise pour le National 2, où évolue le club du GFA Rumilly-Vallière, qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France. C'est la fin de cette édition. Merci à vous pour votre fidélité à l'information sur 8 Mont-Blanc. Merci à toute l'équipe. Après la météo de Thierry Paume, vous retrouverez Fanette de Buisson pour le 3e épisode de Panorama, consacré cette semaine à la précarité grandissante avec un focus ce soir sur l'ordre de Malte. Je vous retrouve jeudi pour un nouveau journal. Prenez soin de vous et passez surtout une très belle soirée.